Une belle jeune fille, pleine de vie. Elle était sortie faire un simple jogging. Un geste anodin, comme tant d'autres. Elle ne se doutait pas que ce serait son dernier jour en vie. Molly Tibbetts, une jeune étudiante à l'université de l'Iowa, n'est jamais rentrée à l'heure prévue. Son jogging était terminé, mais elle avait disparu, sans laisser la moindre trace. Sa famille a aussitôt alerté la police. Très vite, les recherches ont commencé. Et l'inquiétude de sa famille n'a pas cessé de grandir. Les habitants de la ville de Brooklyn en Iowa retenaient leur souffle. Tous espéraient qu'elle serait vite retrouvée saine et sauve. Les recherches ont duré plus d'un mois. Puis, le 21 août 2018, la police a fait une découverte macabre. Le corps de Molly a été retrouvé dans un champ agricole aux alentours, sans vie. Cette macabre découverte a profondément traumatisé la famille de la victime et plongé les habitants de la ville dans un choc immense. Si vous voulez comprendre toute la tragédie derrière cette affaire, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de partager si le contenu vous a plu. Nous sommes le 18 juillet 2018. La journée avait commencé de façon tout à fait ordinaire dans la petite ville de Brooklyn, en Iowa. Cette petite ville de l'Iowa n'a rien à voir avec Brooklyn à New York. Pas de gratte-ciel, pas de métro, ni de foule pressée. Juste des rues calmes, des champs de maïs tout autour, et bien sûr une communauté soudée où chacun connaît son voisin. Molly Tibbetts faisait partie des habitants de cette ville. Elle était connue dans sa communauté comme une jeune fille studieuse et dotée d'un grand cœur. Toujours souriante et prête à aider les autres. Cet été-là, Molly venait de terminer sa première année universitaire à l'Université d'État de l'Iowa avec mention. Elle était donc rentrée dans sa ville natale pour passer l'été auprès de ses proches. Mais Molly ne voulait pas rester tout l'été sans rien faire. Elle a donc décroché un job d'été dans une colonie de vacances pour enfants. Molly aimait beaucoup son travail et était très appréciée de ses superviseurs. Elle adorait les enfants et se montrait toujours douce et attentionnée avec eux. À leur tour, les enfants appréciaient énormément Molly. Ce jour-là, Molly s'est rendue à son travail. Tout semblait normal. Aux alentours de 17 h, elle a quitté son emploi et se dirige vers la maison de son petit ami, Jack Dalton. Ce jour-là, Jack n'était pas présent chez lui. Mais Molly avait pourtant accepté de passer la nuit seule chez lui pour garder ses chiens et s'en occuper d'eux. Aux alentours de 19 h, Molly se prépare pour aller courir. Elle enfile ses vêtements de sport, puis, juste avant de sortir, elle prend une photo et l'envoie à son petit ami, Jack. Un simple moment, capturé en image. Ensuite elle envoie un message à sa mère, pour la prévenir qu'elle part faire son jogging. Et elle ajoute que, si elle n'est pas trop fatiguée en rentrant, elle passerait peut-être dîner avec elle. Pour Molly, courir n'est pas seulement un sport. C'est un moment de méditation. Une parenthèse, où elle évacue le stress de la journée et visualise ses objectifs. Un petit moment de calme et de repos moral. Rien qu'à elle. Pendant qu'elle court, Molly met toujours son téléphone en mode « ne pas déranger » pour savourer pleinement sa petite virée, sans la moindre perturbation. C'est aussi pour cela que, ce soir-là, lorsqu'elle ne se présente pas au dîner avec sa mère et ne répond à aucun des messages reçus sur son téléphone, personne ne s'inquiète vraiment. Sa famille et ses proches ont simplement pensé qu'elle était très fatiguée après sa course, et qu'elle était allée se coucher directement. À ce moment-là, personne n'imaginait qu'il ne reverrait plus jamais Molly vivante. Dès le matin suivant, l'inquiétude a laissé place à la panique. La garderie où Molly travaille a contacté son frère. C'est une collègue, visiblement inquiète, qui le prévient. Molly ne s'était pas présentée à son poste comme prévu, et elle n'a donné aucune explication au préalable. Dès que sa mère, Laura, a appris que Molly ne s'était pas rendue au travail, elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas dans les habitudes de sa fille d'ignorer ses responsabilités et de s'absenter au boulot sans prévenir personne. Sans perdre une seconde, Laura appelle la cousine de Molly, ses amis les plus proches. Même Jack, son petit ami. Mais personne,
Absolument personne ne sait où elle est. Quelques instants plus tard, la famille et les proches de Molly se réunissent chez Laura. Sans la moindre hésitation, tout le monde s'accorde, il faut appeler la police et déclarer sa disparition. Et c'est comme ça que tout a commencé. La disparition de Molly vient troubler le silence paisible de la petite ville. Une onde de choc secoue les habitants de Brooklyn, bouleversant la tranquillité de leur quotidien. Au début de l'enquête, la police ignorait ce qui avait pu arriver à Molly. Était-ce une fuite volontaire? Était-elle victime d'un problème de santé? Ou bien, s'était-elle infligé le pire en commettant un geste désespéré? À ce stade, chaque scénario restait possible et devait être soigneusement exploré. La police a donc commencé par retracer les derniers instants avant la disparition de Molly. Ils ont interrogé son entourage le plus proche, recueilli toutes les informations nécessaires à son sujet, mais surtout, ils ont cherché à déterminer si Molly était capable de fuir ou, peut-être, de s'infliger le pire et s'enlever la vie. Mais cette piste a rapidement été écartée. Molly était pleine de vie, aimée de sa famille et de ses proches. Elle adorait passer du temps avec ses amis, elle avait aussi brillamment achevé sa première année universitaire. Et son travail comptait beaucoup pour elle. Donc, il n'y avait rien qui pointait dans cette direction. Surtout après que la police a appris que, dans quelques jours, Molly avait prévu un voyage en République dominicaine. Elle avait aussi l'intention d'assister au mariage du frère de Jack, où elle devait être l'une des demoiselles d'honneur. La police devait alors explorer d'autres pistes et agir rapidement, car dans les affaires de disparition, les premières heures sont cruciales. Alors que la police recueillait toutes les informations possibles sur Molly auprès de ses proches, les enquêteurs ont rapidement pu confirmer. La dernière fois que Molly avait communiqué avec quelqu'un, c'était lorsqu'elle avait envoyé un message à sa mère, juste avant d'aller courir. Puis, une femme est venue témoigner auprès de la police. Elle a déclaré avoir aperçu Molly en train de courir aux alentours de 19h30, pendant qu'elle conduisait près du sentier de Blacktop pour aller nourrir ses chevaux. À ce stade de l'enquête, le mystère restait entier. La police ignorait encore si Molly était bien rentrée chez son petit ami après son jogging, ou si un drame s'était produit pendant qu'elle courait. Ce qui rendait l'affaire encore plus terrifiante. Cette nuit du 18 juillet, la pluie s'est abattue sur la région. Une véritable tempête. Comme si, la nature elle-même, voulait effacer toute trace du passage de Molly. Les enquêteurs ont alors commencé par analyser les données de sa montre Fitbit, en espérant y trouver des indices sur ses derniers déplacements. Et effectivement, grâce à ces données, les policiers ont réussi à délimiter la zone où Molly avait l'habitude de courir. Et dès que son itinéraire a été identifié, une recherche massive s'est organisée. La police, ainsi que la famille de Molly, se sont lancés dans les recherches. Très vite, des centaines de volontaires les ont rejoints. Et c'est comme ça que l'une des plus grandes mobilisations que la région ait connue a commencé. Puis, une longue chaîne humaine s'est formée au long du sentier de Blacktop. Des dizaines de personnes fouillaient méthodiquement les champs de maïs aux alentours. Tous retenaient leur souffle, espérant retrouver Molly vivante. Des volontaires ont aussi pris leur canoë et ont commencé à naviguer sur la rivière voisine. Tandis que la police déployait des plongeurs pour fouiller les eaux, craignant le pire. Des hélicoptères survolaient la région, scrutant chaque recoin, à la recherche de la moindre trace de Molly. Mais malgré tous ces efforts, Molly restait introuvable. Les enquêteurs ont alors compris qu'il fallait explorer d'autres pistes. C'est à ce moment-là qu'ils se sont tournés vers Jack Dalton, le petit ami de Molly. Jack et Molly s'étaient rencontrés au lycée. Et au moment de sa disparition, cela faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Aux yeux de tous, Molly et Jack incarnaient cet amour innocent et simple de la jeunesse. Ils semblaient complices, soudés, et profondément attachés l'un à l'autre. Mais les enquêteurs le savaient trop bien. Dans ce genre d'affaires, le danger vient souvent de l'entourage proche. Et bien trop souvent, c'est le petit ami qui en sait plus qu'il ne veut l'admettre. Lors de son interrogatoire, quelque chose a frappé les enquêteurs. Jack ne montrait pas l'inquiétude qu'on attendrait d'un petit ami dans une telle situation. Un détail troublant, qui n'a fait qu'alimenter leurs soupçons. Les enquêteurs ont alors commencé à examiner le téléphone de Jack,
à la recherche de signes de tension ou de conflit entre lui et Molly. Ils n'ont pas tardé à découvrir qu'un mois avant sa disparition, Molly envisageait de rompre avec Jack. Molly ne supportait plus de faire semblant. Elle avait découvert que Jack l'avait trompée. Une trahison qui l'avait profondément blessée, au point de vouloir tout arrêter. Mais Jack l'avait supplié de lui pardonner, de lui accorder une seconde chance. Molly avait accepté. Mais au fond d'elle, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La confiance était brisée, et il devenait presque impossible de recoller les morceaux. La police a mis la main sur des messages qui révélaient que Molly comptait rompre définitivement avec Jack juste après le mariage de son frère. Mais quand les enquêteurs ont confronté Jack avec leur récente découverte, il a nié toute responsabilité dans la disparition. Il a assuré qu'il ne pourrait jamais faire de mal à Molly, qu'elle était la femme de sa vie, et qu'il comptait un jour la demander en mariage. Jack a ensuite affirmé que la nuit où Molly a disparu, il se trouvait sur son lieu de travail, un chantier situé à 2 heures de route de Brooklyn. Contre toute attente, la police a rapidement pu confirmer son alibi. Des collègues du chantier ont assuré que, le soir après le travail, ils étaient tous sortis boire un verre et regarder un match. De plus, au moment de la disparition de Molly, des images de caméras de surveillance le montraient en train d'acheter quelques articles dans un Walmart près du chantier. Jack a donc été écarté de la liste des suspects. Et l'enquête pour retrouver Molly ne semblait mener à rien. Les jours s'écoulaient lentement, sans aucun progrès dans l'enquête. Face à l'angoisse grandissante, la famille de Molly a décidé d'offrir une importante récompense à quiconque pourrait aider à la retrouver. Et malgré tous les témoignages, qui se multipliaient, aucune piste concrète ne permettait de faire progresser l'enquête. Face à cet échec, les policiers n'ont pas eu d'autre choix que de faire appel au FBI. Dès leur arrivée, les agents du FBI décident de se concentrer sur la Fitbit de Molly. Et contrairement aux enquêteurs locaux, le FBI analyse les données de la montre avec une précision bien plus poussée. Très vite, un détail leur saute aux yeux. Un détail que la police avait manqué. Et ce détail crucial concernait la vitesse à laquelle Molly courait, ce fameux soir du 18 juillet. Les données de sa montre ont révélé qu'entre 20h12 et 20h28, Molly courait à un rythme régulier de 7 minutes par kilomètre. Puis, soudainement, elle s'arrête pendant environ 4 minutes. Mais ce qui suit dépasse l'entendement. Selon les mêmes données, elle aurait continué à courir, à une vitesse de 100 km/h. Une telle vitesse est évidemment impossible pour un être humain. Cela ne laisse alors qu'une seule explication. Molly est montée dans une voiture. Le signal indique alors que le véhicule s'est dirigé vers l'extérieur de la ville. Et à l'approche de l'autoroute qui mène hors de la zone urbaine, le signal de sa montre s'est brusquement interrompu. Comme si elle venait de disparaître. Cette découverte a donné un énorme coup de pouce aux enquêteurs. La police savait maintenant une chose essentielle. Pour retrouver Molly, il faut absolument identifier la voiture dans laquelle Molly était montée ce soir-là. Les policiers ont donc examiné toutes les caméras de surveillance, qu'elles soient publiques ou installées par des habitants vivant le long du chemin. Ils n'ont négligé aucune piste. Et finalement, sur l'une de ces caméras, on voit clairement Molly, en train de courir. Un instant figé dans le temps. Et peut-être même, ce sont les dernières images d'elle en vie. Sur cette même vidéo, 2 voitures, immédiatement attirent l'attention des enquêteurs. Une voiture blanche, elle appartenait à la femme qui avait affirmé avoir vu Molly ce soir-là, alors qu'elle se rendait nourrir ses chevaux. Cette image venait donc confirmer son témoignage. Mais c'est la deuxième voiture qui va véritablement perturber les enquêteurs. Sur la même vidéo, une Chevrolet Malibu noire apparaît à plusieurs reprises. Elle circule lentement, repasse plusieurs fois dans la zone. Comme si, quelqu'un à l'intérieur observait sa proie. Les enquêteurs savaient désormais une chose, s'ils voulaient résoudre le mystère de la disparition de Molly, ils devaient absolument retrouver cette voiture noire. Mais le défi était de taille. Le modèle en question était banal et courant, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Et la Chevrolet Malibu filmée ce soir-là ne présentait aucune particularité évidente, à l'exception de vitres teintées. La tâche s'annonçait difficile, très difficile, mais les enquêteurs n'étaient pas prêts à abandonner. Et ils devaient tout mettre en œuvre pour retrouver Molly. 4 longues semaines s'étaient écoulées, et le doute commençait alors à s'installer.
La population perdait peu à peu confiance en la capacité de la police à retrouver Molly. Mais le 16 août 2018, quelque chose d'incroyable se produisit. Ce soir-là, alors que l'un des policiers rentrait chez lui, épuisé après une longue journée d'enquête, il aperçoit une voiture qui correspond parfaitement à la Malibu noire qu'il recherchait depuis des semaines. Malgré sa fatigue, le policier était déterminé à suivre cette voiture. Il voulait découvrir qui la conduisait, et surtout, où elle allait. Pendant près d'une heure, le policier a suivi la voiture, jusqu'au moment où le conducteur s'est finalement garé devant l'allée de sa maison. Puis le policier a tenté de lui parler. Mais il s'est vite rendu compte que l'homme ne parlait pas anglais. Et à ce moment-là, un homme plus âgé, probablement un membre de sa famille, est intervenu pour aider le conducteur à communiquer avec le policier. Le suspect se présenta sous le nom de Christian Baena Revira. Il déclara calmement qu'il travaillait dans une ferme située non loin de là, et qu'il vivait dans l'Iowa depuis 7 ans. Baena semblait coopératif avec le policier et affichait un calme presque déconcertant. Il le laissa fouiller sa voiture sans aucune objection, et accepta même qu'on prenne quelques photos de lui. Malgré cela, cette coïncidence troublait profondément le policier. Alors, 4 jours plus tard, il fit revenir Revira au poste pour un véritable interrogatoire. Baena admit être entré illégalement aux États-Unis et révéla qu'il y vivait depuis plus de 7 ans, en situation irrégulière. Mais il nia fermement toute implication dans la disparition de Molly. Il affirma ne pas la connaître personnellement, et ajouta qu'il avait simplement entendu parler de sa disparition à travers des publications sur les réseaux sociaux. Mais face aux images accablantes de vidéosurveillance, son attitude changea. Le stress se lisait désormais sur son visage. Il changea de version. Et il finit par admettre qu'il connaissait Molly, ou plutôt, qu'il l'avait remarquée pendant qu'elle faisait son jogging. Et qu'il la trouvait attirante. L'interrogatoire se prolongea pendant des heures. Les enquêteurs insistaient, tentaient de faire craquer Baena. Mais ce dernier restait vague et évasif. Puis, soudainement, et contre toute attente, il craque. Baena avoue, il admet avoir tué Molly Tibbetts. Et ce n'est pas tout. Il propose même de conduire les policiers à l'endroit exact où il s'est débarrassé de son corps. Face aux aveux de Baena, certains policiers restaient perplexes. Disait-il vraiment la vérité? Ou il n'avait jamais tué Molly, et qu'il avait simplement craqué, sous la pression écrasante de l'interrogatoire? Lorsque les enquêteurs se rendent à l'endroit exact que Baena avait indiqué, le doute s'est vite dissipé. Molly est là, juste devant leurs yeux, sans vie. Et à partir de cet instant, le doute n'était plus permis. Baena était bel et bien celui qui avait tué Molly Tibbetts. D'autant plus, qu'une fouille plus approfondie de sa voiture révéla des traces d'ADN lui appartenant. Puis le 20 août 2018. La nouvelle tombe. La police annonce que le corps de Molly a été retrouvé. Ce jour-là, la famille de Molly est anéantie. Et la terrible nouvelle les frappe de plein fouet. Ils comprennent que leur fille bien-aimée ne reviendra plus jamais. Et dans la communauté, c'est la stupeur totale qui s'installe. Personne n'arrive à y croire qu'un tel drame ait pu se produire dans leur petite ville si paisible. À Brooklyn, personne ne comprenait le geste de Baena. Et une question ne cessait de les tourmenter. Pourquoi? Pourquoi s'en était-il pris à une jeune fille aussi gentille, aussi profondément aimée de tous? Revira raconta alors, ce soir-là, pendant que Molly faisait son jogging. Il s'était approché d'elle, et lui avait dit qu'il la trouvait attirante. Mais Molly l'avait immédiatement repoussée, et l'avait menacé d'appeler la police. Selon ses dires, c'est à ce moment-là que tout aurait basculé. Rivera déclara aux enquêteurs qu'il avait eu un trou noir, et il affirma ne plus se souvenir de ce qui s'était passé ensuite. Selon lui, la seule chose dont il se souvenait clairement, c'était la présence de Molly inconsciente, dans le coffre de sa voiture. 3 ans plus tard, Christian Baena Rivera fut jugé. Le procès attira l'attention nationale, et les détails de l'affaire bouleversèrent l'opinion publique. À l'issue des audiences, le verdict tomba. Rivera fut reconnu coupable de meurtre au premier degré, et il a été condamné à la prison à vie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Ce verdict, aussi sévère soit-il, ne ramènera malheureusement pas Molly à ses parents. Et leur douleur reste inconsolable.